Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Carton plein pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aux élections sénatoriales du 12 mars dernier. Le parti au pouvoir remporte 100% des sièges en jeu. L'opposition voit dans cette victoire sans appel une sorte de retour au parti unique. Inauguration en Centrafrique d'une nouvelle aire de stationnement des aéronefs de la MINUSCA. L'installation de cette nouvelle infrastructure doit contribuer à décongestionner le trafic de l'aéroport de Bangui Mpoko et assurer une meilleure sécurité des opérations aériennes. Et le Gabon veut augmenter sa capacité de production d'électricité de 63% d'ici à 2024, ce qui représente une hausse de 475 MW en valeur absolue. Le pays mise sur les énergies hydrauliques et solaires pour y parvenir. Mais tout d'abord au Sénégal, le président Macky Sall est sorti de sa réserve ce 22 mars. Le chef de l'État a demandé au gouvernement des mesures pour préserver l'ordre public après les troubles liés au procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko qui ont fait au moins un mort. Dans ce même communiqué officiel, le président Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes. Il a également évoqué l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public au Sénégal. Rappelons que ce climat de tension se déroule à moins d'un an de l'élection présidentielle à laquelle Ousmane Sonko risque d'être déclaré inéligible en cas de condamnation, alors que le président sénégalais Macky Sall laisse planer le doute quant à un éventuel troisième mandat. Également dans l'actualité, en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé ce jeudi un nouveau président de l'administration par intérim de la région du Tigré en la personne de Getachew Reda. Ce dernier était jusque-là porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré. Cette nouvelle nomination survient quelques mois après l'accord de paix signé en novembre dernier en Afrique du Sud qui a mis un terme à 2 ans d'une guerre civile meurtrière qui opposait les forces fédérales au mouvement rebelle du TPLF. Notons par ailleurs que le 22 mars, le Parlement éthiopien a retiré le TPLF des entités terroristes dans laquelle le mouvement était classé depuis mai 2021 suite au conflit armé qui avait débuté en novembre 2020 dans la région du Tigré. Il n'aura pas fallu attendre 15 jours pour la publication des résultats des élections sénatoriales au Cameroun. Le Conseil constitutionnel a publié les résultats qui donnent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vainqueur avec 100% des sièges remportés aux grandes dames de l'opposition. L'opposition qui voit dans cette victoire une sorte de retour au parti unique. Le point avec Corinne Kamseux et Oné. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir, remporte les 70 sièges en compétition lors des élections sénatoriales qui se sont tenues le 12 mars 2023. Une meilleure performance qu'en 2018 où le SDF, l'un des principaux partis d'opposition, avait réussi à rafler 7 sièges. Au cours de la proclamation des résultats ce 23 mars, le président de la Cour constitutionnelle a salué le calme qui a entouré les votes. L'élection des sénateurs du 12 mars 2023 s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans un climat de paix, de transparence et dans l'observance des prescriptions légales, le tout au bénéfice de notre démocratie. Parmi les 10 partis politiques en course, seul le RDPC a présenté des listes dans la totalité des 10 régions et contrôle 316 communes sur les 360 que compte le Cameroun. Le collège électoral, constitué de 11 134 grands électeurs, était formé de conseillers régionaux, de conseillers municipaux et de chefs traditionnels. Même si cette configuration politique laissait présager du résultat au terme des votes, l'opposition voit dans cette victoire sans appel une sorte de retour au parti unique. En ce qui concerne le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, l'enjeu de participer pour nous au PCRN était essentiellement tribunicien.
Parce que les moments électoraux pour des partis jeunes, en tout cas dans la participation électorale, comme le PCRN, je rappelle que nous ne participons aux élections que depuis 2020. Les moments électoraux, disais-je, sont des moments d'exposition politique et des opportunités à saisir pour partager et exposer l'offre politique. Maintenant, qu'est-ce que ce résultat traduit pour l'écosystème politique camerounais? Mais ça traduit incontestablement un recul démocratique. 31 ans après le retour au multipartisme, c'était en 1992, c'est la première fois qu'à l'issue d'une élection, le parti au pouvoir remporte tous les sièges électifs. Donc cette fois, ils n'ont même pas fait semblant, quoi. Ça marque un recul, un retour au parti unique. Selon la Constitution, le président de la République va dans les tout prochains jours nommer 30 membres pour compléter l'effectif de cette 3e législature. Un processus dans lequel il a la capacité de faire une ouverture vers certains membres de l'opposition. Rappelons que le président du Sénat, selon la loi fondamentale, est celui qui assure l'intérim à la tête de l'État en cas de vacance du pouvoir. Les appareils de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, ont désormais leur propre aire de stationnement à l'aéroport international de Bangui-Mpoko. Un nouvel espace a été inauguré le 15 mars dernier. Le but, décongestionner le trafic et assurer une meilleure sécurité des opérations aériennes. Car jusque-là, les avions et hélicoptères des compagnies aériennes, des humanitaires et des forces armées centrafricaines étaient contraints de partager le même espace. Les explications de Laetitia Mebenga. 8,5 millions de dollars, c'est le montant total du financement pour l'aire de stationnement des appareils de la MINUSCA à l'aéroport international de Bangui-Mpoko, entièrement financé par la MINUSCA. 14 130 mètres carrés inaugurés par le président Faustin Archange Touadéra, qui s'est fait accompagner par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza. Un chantier conséquent qui sera complètement livré en fin 2023 avec la livraison d'un terminal passager. Un impact positif, mais aussi un impact immédiat sur les opérations aériennes, autant de la MINUSCA, mais aussi sur l'usage de l'aéroport et l'usage de l'aérodrome de Mpoko. De ce fait, du fait que les avions et tous les aéronefs de la MINUSCA seront stationnés ici, comme vous pouvez vous en rendre compte, cela va libérer un espace important pour l'aviation civile. Cela également va permettre d'organiser la sécurisation des aéronefs de manière beaucoup plus efficace. Assurer un climat de sécurité, aider le gouvernement à appuyer les efforts de la paix et la réconciliation, protéger les droits de l'homme fondamentaux et faciliter l'acheminement d'une aide humanitaire, c'est ce à quoi s'adonne la mission des Nations Unies à travers la MINUSCA. La construction de ce terminal devrait permettre à l'organisation d'avoir de meilleures conditions d'exercice sur le territoire centrafricain. Cette infrastructure devrait également faciliter les évacuations des soldats blessés durant les conflits, sévissant principalement dans l'ouest, dans le nord-ouest, dans le nord-est et dans le centre. D'infrastructures, toutes les infrastructures réalisées par la MINUSCA sont des infrastructures qui sont des infrastructures à terme de la nation centrafricaine et de la République centrafricaine, quand le moment de notre mission arrivera à son terme. Lors de l'inauguration, le général Alonim Takunyadi, commandant d'état-major intégré de la MINUSCA à Bangui, a souligné que toutes les garanties de sécurité seront renforcées de façon générale au niveau de l'aéroport de Bangui. En Afrique centrale, toujours, le Gabon veut augmenter sa capacité de production d'électricité de 63% d'ici à 2024, ce qui représente une hausse de 475 MW en valeur absolue. Pour satisfaire cette ambition qui entre dans le cadre de son mix énergétique 100% propre à atteindre d'ici 2035, le Gabon mise sur les énergies renouvelables, notamment hydrauliques et solaires, dont le potentiel est estimé entre 5 000 et 6 000 MW. Plus de détails avec Mildred Diamou. Le Gabon ambitionne d'augmenter de 63%, soit 475 MW, sa capacité de production d'électricité, en vue d'améliorer le taux d'électrification. Le pays souhaite ainsi porter sa capacité de production de l'électricité de 725 MW actuellement à 1200 MW d'ici 2024.
L'objectif, selon le ministère de la Promotion des investissements, est de répondre à la demande projetée à environ 1039 MW, tout en privilégiant l'énergie hydraulique et solaire, dont le potentiel pour le pays d'Afrique centrale est estimé entre 5 000 et 6 000 MW. Avec ce projet, 80% de l'énergie consommée au Gabon proviendra d'une source renouvelable et moins coûteuse. Un réseau national intégré alimentera les différentes zones du pays en suivant le tracé des grands corridors d'infrastructures. Avec ce nouveau projet d'électrification, plusieurs centrales hydroélectriques et solaires devraient voir le jour au Gabon, même si dans la plupart des cas, les travaux de construction n'ont pas encore démarré. Il s'agit notamment du barrage de Ngulmenjim, de 73 MW dans l'estuaire, des barrages des chutes de l'Impératrice de 80 MW et de Dibouamgi de 30 MW d'Alangounié, du barrage de Kingele Aval de 35 MW et de la centrale solaire de Mouila de 20 MW. Le Gabon a fait le choix de l'énergie renouvelable à travers 5 projets de barrages hydroélectriques. Et quand on connaît la richesse hydraulique de ce pays, on n'est pas totalement étonné de ce choix. En 2023, elle ne réussira pas à fournir les 5 barrages dont elle a besoin et risque de se retrouver dans une situation où la production d'électricité sera inférieure aux besoins du pays, ce qui va entraîner des délestages. Alors, pour éviter cette situation-là, il faudrait déjà qu'elle reprenne en main la construction de ces différents barrages. Selon Asok Energy, la société chargée de construire, gérer et exploiter le barrage de Ngulmenjim, les travaux devraient démarrer d'ici avril 2023. Un contrat d'achat d'énergie a été signé le 14 mars 2023 entre le Gabon et la compagnie de développement des énergies renouvelables en vue de l'aménagement du barrage des chutes de l'Impératrice. Les travaux du barrage de Kingele Aval, de la centrale solaire de Mouila et des 8 centrales solaires hybrides ont démarré respectivement en 2022, 2021 et 2020 selon les autorités. Le coton est la principale source de revenus pour plus de 15 millions de personnes dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Chaque pays producteur essaye à son niveau de peser sur le marché mondial. Mais pour être plus compétitifs, les acteurs de la filière coton se sont récemment dotés d'une interprofession régionale. Les explications d'Esther Conan. Avec une production annuelle moyenne estimée à 2 millions de tonnes de coton graines et plus de 900 millions de tonnes de fibres de coton, la culture du coton représente 31,8% des exportations agricoles de l'espace UEMOA. Seulement, la filière reste confrontée à plusieurs difficultés. Il s'agit notamment de la production et du développement des chaînes de valeur. Pour pallier le problème, les acteurs du secteur ont procédé le 21 mars 2023 à la création de l'Organisation régionale des interprofessions de la filière coton des États membres de l'UEMOA. Je me réjouis de la mise en place de cette organisation régionale qui s'est fixé pour objectif de contribuer à l'amélioration de la productivité des filières coton-textile de la zone UEMOA, contribuer au développement de la transformation locale, sous-régionale et régionale de toute la fibre coton. À l'issue de l'Assemblée générale constitutive de l'ORIS UEMOA, Mathieu Adjovi a été élu président de cette nouvelle organisation régionale, dont le siège sera basé en Côte d'Ivoire. Le Béninois Mathieu Adjovi aura pour mission de contribuer au développement durable de cette filière stratégique pour le développement économique et social des États membres de l'UEMOA. Ceci à travers la mise en œuvre d'un agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile de l'UEMOA, adopté en décembre 2022, dont la vision est la transformation locale de 25% de la production annuelle de la fibre de coton en y créant des milliers d'emplois traditionnels. Je crois que c'est bien arrivé puisque nous vivons aujourd'hui une crise, une crise phytosanitaire au niveau du coton qu'on appelle le jacide, qui est vraiment un parasite qui est un parasite dévastateur du cotonnier, qui a réduit dans certains pays de moitié leur production. Nous avons besoin de partager nos expériences. Au sein de l'espace UEMOA,
La culture de l'or blanc impacte plus de 15 millions de personnes et représente 76% de la production africaine. L'évolution du football au Sénégal rend la secrétaire générale de la FIFA, Fatoumata Samoura, confiante. Et pour cause, le Sénégal, qui est longtemps resté sans trophée, a surclassé les compétitions continentales ces derniers mois en remportant 4 tournois majeurs. Pour poursuivre dans cette belle dynamique, les autorités sportives ont été invitées à s'impliquer davantage dans le développement du football local. Les précisions de Joël Ballot. Entre 2022 et 2023, le Sénégal a remporté la CAN 2022, la CAN de Beach Soccer 2022, le CHAN 2023, la CAN U20 2023. En l'espace de 13 mois, le Sénégal s'est imposé comme l'une des plus grandes nations africaines de football. Une performance qui résulte des investissements consentis par les autorités sénégalaises pour le développement du sport au niveau local. En visite de travail au pays de la Teranga, Fatoumata Samoura, secrétaire générale de la Fédération internationale de football, a salué les performances de cette nation qui trône sur le football africain. La Super League africaine qui va bientôt commencer sa première édition au mois d'octobre. Pour l'instant, on parle de 8 équipes, dont 3 pour l'Afrique de l'Ouest et 5 pour l'Afrique subsaharienne. Et encore une fois, il faudrait que nous, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, on puisse faire la preuve que nous avons également à figurer sur cette liste de 8. On se rappelle que durant le CHAN 2023, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw s'était indigné du fait que le football local soit sous-estimé et sous-exploité. Pourtant, il regorge de talent. En remportant cette compétition, il a invité les autorités sportives du pays à œuvrer pour un meilleur accompagnement du football local. Une vision partagée par la FIFA qui voit en ces jeunes la relève du football. Nous avons vu au cours des derniers matchs de la Coupe du Monde des clubs à 7 que l'Afrique peine quand même à arriver au niveau de la phase finale. Et avec ça, on ne peut pas justifier un nombre représentatif beaucoup plus élevé. Mais si nous arrivons à aller comme l'équipe saoudienne au niveau de la finale contre le Real, nous avons toute notre place là-bas. Et il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Mais tout dépend des performances. Le défi de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier est de prouver qu'ils ont la possibilité de donner une meilleure visibilité aux clubs africains, tant dans des compétitions locales, régionales qu'internationales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.